Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que le FX 8320 n'était pas capable d'être refroidi avec ce petit ventirad tout en cuivre avec le ventilateur à fond, et se bridait entre 2,8 et 2,4 GHz. Pour vous faire une comparaison avec une plateforme Intel qui a à peu près les mêmes performances, nous avons le 2500K de chez Intel, sorti avant le FX 8320, et qui chauffe plus que le 3570K, sorti à peu près au même moment que le 8320 de chez AMD. Et comme vous pouvez le voir, ce 2500K, avec le même ventirad, ne se bride pas, mais non seulement il ne se bride pas, mais en plus de ça, il reste en mode turbo, c'est-à-dire qu'il considère qu'il a pas encore suffisamment chaud pour brider ses performances. Il tourne à la place des 3,3 GHz sur lequel il redescend si jamais il chauffe trop, il reste à 3,8 sur les 4 cœurs en même temps. Alors certes, il chauffe beaucoup, mais il chauffe quand même beaucoup moins pour des performances supérieures, là en l'occurrence, vu qu'il est à 3,8 GHz, et il y reste à ces 3,8 GHz, donc même s'il a que 4 cœurs au lieu de 8, il reste sur des performances supérieures que le FX dans les mêmes conditions à seulement 2,6 GHz. Donc en partant de ce constat, nous allons essayer de faire fonctionner un Pentium G2030, qui est en gros la même chose que ce que je vous ai montré, mais en Ivy Bridge, c'est-à-dire en gros ça consomme encore moins, et nous allons essayer de le faire fonctionner sans rien du tout, c'est-à-dire sans rien du tout, même pas ça, genre à nu. Juste avant la vidéo, j'ai essayé avec ce ventirad-là sans relier le ventilateur. Et comme vous pouvez le voir, avec ce petit ventirad, nous sommes très loin de surchauffer. Le processeur ne se bride pas, il reste à ses 3 GHz nominaux, à savoir que cette légère variance entre 2,9 et des brouettes et 3 GHz, c'est normal, hein. Ça n'est pas en rapport avec une surchauffe, c'est juste une variance normale de la fréquence de ce processeur. Donc sans aucune ventilation, sans aucune modification, sans aucun underclock, undervoltage, c'est-à-dire en gros baisser la tension, etc., pour le rendre le moins chauffant possible, eh bien nous restons avec vraiment clairement une température très acceptable. Du coup, je commence à me demander jusqu'où on peut descendre, donc j'ai trouvé ce vieux radiateur de Pentium, enfin de Celeron de l'époque des Pentium 3, c'est vraiment un très vieux radiateur, des processeurs qui chauffaient pas grand chose. Bon, il est complètement dégueulasse au cul parce que j'ai jamais décapé la pâte thermique comme il faut, c'est un truc que j'ai retrouvé au fond d'un carton dégueulasse. Bon bah, on va le nettoyer, on va essayer de mettre ça là-dessus, et puis on va voir si ce processeur-là arrive à être refroidi par ça en fanless. Pour information, il y a un ventilateur normalement quand même pour le Celeron, donc ça voudrait dire que ça chauffe moins que le Celeron. Nous allons voir comment il se bride, et s'il se bride, nous allons essayer de modifier les paramètres dans le BIOS pour le rendre moins chauffant, et essayer de voir si on peut réussir à obtenir des performances stables, puis nous allons continuer à diminuer avec ce petit radiateur de chipset, puis encore plus petit avec ce tout petit radiateur de chipset, c'est carrément pour un South Bridge, là c'est même pas pour un North Bridge, donc imaginez, c'est vraiment pour un composant qui chauffe pas grand chose. Puis si nous y arrivons, nous allons essayer de le faire fonctionner sans rien du tout, et nous aurons recréé littéralement la logique qu'il y a derrière les Core M. Le Core M, c'était un processeur que Intel avait sorti, qui était en fin de compte un Core i3 complètement refroidi en passif, un peu de cette manière-là, c'est-à-dire sans rien du tout, qui se bride massivement parce qu'il chauffe trop, mais qui permet d'avoir des performances malgré tout bien supérieures à celles d'un Atom, la différence étant que le Core M coûte beaucoup plus cher qu'un Atom à fabriquer, etc., et l'Atom, clairement, la logique d'Intel, c'était non pas de faire un processeur qui consomme peu et qui a de bonnes performances, mais juste un processeur qui coûte rien du tout à fabriquer. Donc si on arrive à pousser le truc jusqu'au bout, peut-être que nous arriverons à voir si ce processeur, avant même l'invention des Core M, vu que c'est plus ancien, était déjà capable de faire beaucoup mieux que ce que les Atoms permettaient à l'époque. Ça m'étonnerait pas que ce soit possible. D'ailleurs, en parlant de ça, les Atoms à cette époque-là, ils avaient quand même besoin d'un refroidissement avec un ventilateur, donc si on arrive à le faire refroidir en passif avec ce truc-là, c'est déjà gagné, on a mieux qu'un Atom. Bon bah commençons modestement avec ce petit truc. Voilà, j'ai parfaitement décapé le fond de ce radiateur, maintenant nous allons le mettre. Et voilà, il est bien mis, faut pas oublier de bien appuyer dessus, histoire de pouvoir répartir la pâte thermique de la manière la plus fine possible, et on va voir maintenant si ça arrive à fonctionner sans se brider avec ce si petit truc. Bon bah le PC vient de démarrer et nous sommes qu'à 34 degrés pour l'instant, mais il faut attendre que l'aluminium prenne toute la chaleur. En tout cas, c'est pas particulièrement différent, en fin de compte, des températures que l'on avait au repos avec les autres radiateurs, parce que, visiblement, au repos, il y a vraiment pas besoin de grand-chose pour le refroidir.
Et c'est parti pour le faire chauffer à mort. Donc j'ai foutu 4 processus bien chauffants pour 2 cœurs. Généralement, pour faire chauffer le maximum un processeur, il est conseillé de faire fonctionner toujours le double de processus qu'il y a de cœurs à l'intérieur de votre ordinateur. Et s'il y a l'hyperthreading, il faut en avoir, par exemple, disons que vous avez 4 cœurs avec hyperthreading, ça fait donc 8 trucs, donc il faut en lancer 16. Enfin bref, voilà comment on fait pour réussir à occuper le processeur le plus possible. Et vous pouvez remarquer qu'avec ce tout petit radiateur de rien du tout, je fonctionne toujours à 3 GHz et 47 degrés, 48 degrés, ça monte un peu petit à petit. On va revoir ça un petit peu plus tard. Eh bien ça fait maintenant 20 minutes que l'ordinateur est en train de tourner de cette manière-là, et comme vous le voyez, toujours pas bridé. Donc comme vous pouvez le constater, ce si petit truc est capable de refroidir parfaitement bien, alors qu'il est même pas propre sur les pales, ce petit processeur, avec les paramètres d'origine, hein, je rappelle. Il fait en température ambiante à peu près 30 degrés. Quand on voit ça, il est évident que ce que donne Intel, alors que ça a beau être vraiment de la merde pour ces processeurs-là, c'est largement suffisant, c'est même bien trop pour refroidir un processeur qui chauffe si peu. Vous voyez que ce tout petit machin, là, qui vient de l'époque des Celeron, des Pentium 3, et qui est normalement fourni avec un ventilateur, là, il n'y a même pas besoin du ventilateur pour réussir à refroidir le processeur sans qu'il se bride. Et alors que la température ambiante est franchement relativement élevée, qu'il n'y a aucun courant d'air dans la pièce, rien du tout, eh bien on peut voir que on est encore à au moins 10-15 degrés avant de se dire qu'il n'y a plus vraiment de marge, car le processeur est encore à plus de 25 degrés avant d'arriver au bridage. Donc il est évident qu'on a encore suffisamment de marge pour passer à un radiateur plus petit. Et le pire, c'est que c'est toujours beaucoup moins chaud que le truc sur la MDFX. Allez hop, on va essayer avec ce petit radiateur. Voilà, j'ai fixé ce petit radiateur de rien du tout, voyons ce que ça donne. Eh bien sans surprise, ça démarre, et voici les températures au repos. Donc vous voyez au repos, bien entendu, la fréquence baisse, hein, c'est le principe du mode repos, mais ça reste quand même à 1,5 GHz, 1,6 en fait plutôt. Et c'est parti pour faire chauffer à nouveau à fond la caisse le processeur, et nous sommes toujours à 3 GHz stable, hein, nous baissons pas immédiatement, comme le faisait la MDFX. Et franchement, la MDFX avec ce radiateur, je suis certain, ne donnerait absolument pas les mêmes performances. Hein. Là, nous sommes à des performances qui sont largement au-dessus de la MDFX. Je me demande même si elles ne sont pas au niveau de la MDFX en full bridage quand il y avait la casserole dessus, donc c'est dire, avec seulement 2 cœurs. Le minuscule bout d'aluminium que j'ai mis dessus est en train de commencer à vachement chauffer. Donc nous allons laisser chauffer ça encore 20 minutes et nous allons voir ce que ça donne. Bon ça fait plus ou moins 20 minutes à nouveau, et nous sommes à plus ou moins 86 degrés, donc ça veut dire plus ou moins 5 degrés de plus. Pour une telle différence de taille de radiateur, je m'attendais pas à ça, et toujours 3 GHz, pas de pause du processeur, a priori les performances sont les mêmes. Donc on va commencer à faire maintenant un petit benchmark avec X264, c'est-à-dire en gros un encodeur vidéo, pour voir si les performances varient avec, on va dire, si les performances par rapport à un processeur bien refroidi et ce que nous avons actuellement commencent à être différentes. Ça serait vraiment étonnant parce que d'après le logiciel que j'ai juste à côté, c'est-à-dire ce truc-là, il nous montre bien que la fréquence ne varie pas, et sur le côté que le processeur ne se met pas en veille pour compenser la chaleur, c'est-à-dire qu'en gros il s'éteindrait pendant une fraction de seconde à tous les quelques temps, etc. pour essayer de compenser le fait qu'il chauffe trop. Donc non, visiblement, avec ce tout petit bidule, ce microscopique truc suffit à refroidir sans ventilateur, avec 30 degrés plus ou moins de température ambiante, un dual-core de l'architecture Ivy Bridge. Donc c'est quand même assez impressionnant. D'ailleurs, on peut vérifier aussi quelques trucs, hein. Ici, bof, c'est pas plus chaud que ça, donc c'est pas par là que se barre la chaleur. Les VRM, ils sont froids. La RAM que j'ai éloignée le plus possible, elle est aussi froide que les VRM, c'est-à-dire qu'en gros, ça doit être à peine au-dessus de la température ambiante. Donc ce processeur commence un petit peu à m'impressionner, et je me demande pourquoi ils ont pas eu l'idée d'en faire des équivalents Intel Atom pour le haut de gamme des tablettes avant ça, hein, avant le Core M. Je crois que chez Intel, ils ont loupé une occasion de pouvoir se faire du gros argent à la place de Nvidia sur les tablettes haut de gamme et ce genre de trucs. Et malheureusement, ils se sont fait voler la vedette par les processeurs ARM, juste au moment où ils auraient dû faire ça avec ce processeur. Clairement, une variante comme ça à 2 GHz triée pour être... Parce que là, c'est même pas une variante ordinateur portable. Imaginez la variante ordinateur portable. Elle peut être refroidie par encore moins que ça. Bon, eh bien, j'ai vérifié, et les performances sont bien les mêmes entre ce tout petit machin et ce ventirad tout en cuivre, même avec le ventilateur allumé.
Donc en gros, à 85 degrés, on n'est toujours pas bridé, le processeur ne change absolument rien à sa fréquence ou à ses temps de pause ou à ce genre de truc. Donc nous allons passer de ce radiateur-là à ce tout petit. Vous voyez, voilà la différence. Vous pouvez mettre le petit dans le gros, il est vraiment beaucoup plus petit. Il fait pas exactement la taille du processeur lui-même, donc ça devrait être un peu plus petit. Comme vous le voyez, il fait exactement la taille du processeur, au niveau de la taille de l'IHS par rapport au radiateur. Franchement, si avec ça, ça ne bride rien, je crois que je vais pouvoir passer à que dalle, et je pense qu'on aura quand même de très bonnes performances. Bon bah de toute évidence au repos, il n'y a toujours pas de problème, donc lançons notre truc. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à attendre de voir si ça chauffe plus fort qu'avec l'autre radiateur, mais là franchement ça devient évident qu'il n'y a vraiment pas besoin de grand chose pour refroidir ce processeur, et j'ai toujours pas touché aux paramètres dans le BIOS pour baisser la tension ou ce genre de truc. Et bien cette fois-ci avec ce minuscule radiateur de Southbridge, eh ben on n'est toujours pas bridé, comme vous pouvez le voir, on a beau être à 98 degrés, eh bien la fréquence reste toujours à 3 GHz, et si on fait des benchmarks, eh bien on peut constater que nous avons toujours à peu de choses près les mêmes scores. Donc bon, ça suffit, on va tout enlever, et puis on va essayer maintenant de voir ce que ça donne sans radiateur. Et puis vous voyez, je viens juste de l'allumer, de l'éteindre juste après l'avoir fait chauffer à mort, le radiateur il est froid, hein. Et puis même pendant l'utilisation, parce que c'est vrai que ça doit pas avoir une inertie de ouf, ce petit machin en aluminium minuscule, mais ça reste toujours plus froid que le gros machin en cuivre qu'il y avait sur le FX. Hein. Allez, on enlève bien la graisse, parce que ça fait bonne pâte thermique, hein, comme vous l'avez pu le remarquer. Voilà, il n'y a plus rien dessus, j'ai enlevé la graisse, parce que la graisse ferait isolant thermique, là, en l'occurrence, parce que c'est mieux d'avoir la surface métallique à nu parfaitement, avec ses aspérités et tout ça, que d'avoir un truc qui lisse tout, comme la graisse, et qui ferait isolant, là, en l'occurrence, et pas juste le lien entre deux trucs. Donc, voilà. Bon, eh bien, le PC s'allume toujours. C'est chaud, hein, c'est très chaud. C'est vraiment très chaud. Et c'est toujours moins chaud que le FX. Eh ben, au repos, sans rien du tout, bah, on est à 63 degrés. À mon avis, il n'y a pas besoin d'attendre pour que la température augmente, parce que il y a tellement rien, il n'y a aucune inertie, logiquement, la température, elle monte, elle baisse en une fraction de seconde. Eh ben, reste plus qu'à faire chauffer. J'ai mis à chauffer uniquement un cœur, et la température augmente pas particulièrement vite. Bon, bah, ok, bah, je vais faire comme d'habitude, avec les 4... processus pour les 2 cœurs, le truc qui fait le plus chauffer. C'est complètement foufou, mais en plus ça se bride même pas instantanément, hein. On a atteint les 98 degrés, on a atteint les 100 degrés. 102 degrés, toujours pas bridé, hein. Et hop, le processeur commence à se brider à 104 degrés. Nous sommes en train de passer à 2,8 GHz. Eh bien, comme vous pouvez le voir, arrivé à 105 degrés, 104 degrés plus ou moins, le processeur se met à baisser les performances pour rester à cette température en permanence. C'est un peu le comportement de tous les processeurs, de tous les composants qui peuvent exister de nos jours. Et comme vous pouvez le constater, après avoir fait fonctionner ça un bon moment, nous sommes à un bridage qui oscille entre 2,4 et 2,6 GHz, et ça permet au processeur de rester à cette température-là. Bien entendu, plus la température ambiante sera haute, et moins les performances seront hautes, mais je pense qu'en hiver, il doit rester à 3 GHz. J'ai bien fait de pas faire ça en hiver, parce que là, en l'occurrence, nous sommes avec une température ambiante qui est quand même relativement haute, entre 28 et 30 degrés, et le processeur n'a pas significativement perdu de performance. Donc maintenant, on va faire le benchmark et on va voir mesurer vraiment combien on a perdu de performance, parce que ce que j'utilise là en ce moment, c'est-à-dire le programme Stress, ce programme-là est fait pour faire chauffer à mort, c'est-à-dire qu'en gros, ce programme-là fait chauffer plus que la grande majorité des programmes que vous allez utiliser, voire même la totalité. Je crois qu'il y a c'est designé pour qu'il n'y ait aucun programme qui permette de chauffer plus, mais dans la réalité, il peut y avoir quelques rares cas, quelques rares exceptions qui feront chauffer légèrement plus. Et bah bon sang, ça marche sans rien, et ça marche plutôt bien. Regardez donc les benchmarks que j'ai fait, et comme vous pouvez le remarquer, nous perdons dans les 10% de performance. Mais si vous utilisez des programmes qui utilisent qu'un seul cœur ou un cœur et demi environ, vous voyez que vous ne perdez absolument aucune performance. Les performances sont les mêmes qu'avec un Ventirad. Du coup, je suis allé dans le BIOS de la carte mère et j'ai modifié un petit peu les tensions et j'ai baissé la tension du processeur au minimum. Le minimum que permet la carte mère, c'est 0,8 volts. Donc j'ai mis à 0,8 volts. Et maintenant c'est simple, les performances sont exactement les mêmes
que si il y avait un ventirad dessus. D'ailleurs, le processeur est parfaitement stable, et comme il est parfaitement stable, ça me fait dire que, on peut sûrement descendre en dessous de 0,8 volts. Donc, en conclusion, Intel était parfaitement capable à cette époque-là de sortir un processeur à genre 2,5 GHz, le faire fonctionner à 0,65 volts ou 0,7 ou quelque chose comme ça, et faire un processeur qui ne chauffe pas au-delà de 80 degrés en pleine charge. En plus, si le processeur est mieux conçu, il peut faire en sorte que s'il n'y a qu'un seul cœur utilisé, il peut monter jusqu'à 3,5 GHz, et si les deux sont utilisés à fond, eh bien ils modulent leur fréquence suivant la température et ce genre de trucs. C'est totalement faisable, c'est comme ça que fonctionnent tous les autres processeurs. D'ailleurs, je suis totalement convaincu qu'il est possible de faire un quad-core sans rien du tout dessus, exactement comme celui-là, qui fonctionnerait éventuellement même avec l'hyperthreading à genre 1,5 GHz quand le programme est capable d'utiliser tous les cœurs et monter jusqu'à 4,5 quand il en utilise qu'un seul. C'était donc totalement possible. Le Core M était donc une idée logique, et une idée d'ailleurs que j'ai eue avant que le Core M sorte. Et là, je viens de faire ce petit test qui prouve que c'était totalement possible bien avant la sortie du Core M, qui est sorti 2 générations plus tard de processeurs Intel. Et comme vous pouvez le constater, quand le processeur est au repos, franchement, la température est similaire à celle du Northbridge qui est juste à côté. Donc franchement, c'est un processeur qui consomme pas grand-chose. Après, je dézoome un petit peu pour vous montrer un petit peu le problème de cette plateforme, c'est que par rapport à une plateforme style tablette normale, elle est entourée d'énormément de composants, et ces composants, ils chauffent quand même pas mal, ils consomment pas mal, et ils prennent de la place. Mais il est tout à fait possible d'intégrer dans le processeur un Northbridge et les VRM de manière relativement basique, directement dans le composant du processeur. D'ailleurs, en parlant de ça, ce qui est marrant, c'est que, vous voyez le processeur, là, j'ai pas mis de carte graphique supplémentaire, j'utilise le système graphique intégré. Donc, ça veut dire que le GPU intégré, qui est utilisé pendant que je fais tous ces tests, eh bien, il n'augmente pas suffisamment la température pour que ce soit un handicap. Franchement, avant de commencer cette vidéo, je m'attendais à devoir mettre une carte graphique en PCI Express pour désactiver le GPU intégré au processeur, histoire de pouvoir gagner quelques degrés, etc. Mais je n'ai pas besoin. À fréquence d'origine, 3 GHz, aucun bridage, juste en baissant un chouïa la tension. C'est là où vous voyez l'avance technologique monstrueuse qu'avait Intel sur AMD à l'époque. Ce processeur est l'équivalent d'un FX 4300 ou quelque chose de ce genre. En gros, c'est l'équivalent de si vous divisez par 2 le nombre de cœurs qu'il y a dans le AMD FX que j'ai montré dans la vidéo précédente. Mais même en divisant par 2 le nombre de cœurs de ce processeur-là, il chauffe tellement fort, mais tellement fort, il y a aucune chance qu'on réussisse à faire ça. Et encore une fois, je vous le redis, je ne suis pas encore du tout arrivé aux limites que je peux atteindre avec ce processeur-là. Je peux baisser encore plus la tension ou des choses de genre. Je peux pas parce que la carte mère ne me permet pas, mais je suis certain qu'il boot encore plus bas que ça, parce que là, la stabilité est juste parfaite. J'ai baissé aussi quelques autres tensions qui ont un rapport avec le processeur, mais je les ai baissées juste d'un chouïa. Je suis sûr que je peux vraiment, baisser énormément la chaleur que peut faire ce processeur. Et je suis même certain qu'on peut très certainement le faire fonctionner à 4 GHz, et il se bridera éventuellement en dual-core à 3,2 ou quelque chose comme ça, à la température ambiante actuelle, c'est-à-dire qu'il y a de la marge, il peut monter plus haut avec maintenant qu'il chauffe moins. Donc en intégrant tous les composants à l'intérieur d'un seul, il y a moyen de faire un processeur qui tourne à mon avis à 2 GHz ou quelque chose comme ça, et qui aura des performances largement supérieures à un atome de la même époque. Ça, c'est impossible que ce ne soit pas le cas. En plus, on n'est pas obligé d'avoir toute la complexité qu'il y a dans ce processeur-là. Notamment, une des complexités qu'il y a, c'est le contrôleur mémoire dual channel et ce genre de trucs. Il n'y a pas besoin de ça dans une tablette. Une barrette de RAM comme je l'ai fait, une seule, comme ça, suffit amplement. Et les VRM qui sont là ne sont absolument pas du tout optimaux pour ce qui est de la consommation électrique, car ils ont été conçus pour les processeurs haut de gamme et pas pour ce petit bas de gamme, etc. Enfin voilà quoi. Il y a moyen de faire quelque chose qui, pour donner autant de courant, consommera beaucoup moins.
Le seul petit défaut qu'a ce processeur, c'est que il n'est pas très doué en termes d'économie d'énergie à faire en sorte qu'il chauffe littéralement et consomme littéralement rien du tout. C'est pour ça que dans un téléphone, à mon avis, c'est complètement impossible. Mais là encore, c'est juste une question d'ingénierie, ils auraient dû travailler là-dessus dès le départ, au lieu de foncer droit dans le mur avec les atomes. Bon bah voilà, je crois que je n'ai plus rien à dire de plus, et comme vous pouvez le constater, on peut faire du coup réellement fonctionner un Core i3 ou un Pentium ou des trucs comme ça de l'époque des Ivy Bridge, sans rien du tout dessus, et en plus on obtient, je m'attendais à obtenir des performances en dessous, largement en dessous des performances d'origine, mais non, on obtient carrément les performances d'origine. Du coup bah sur cette conclusion, je vous dis salut à tous, et à la prochaine.